C'est parti. Bonjour à tous. Donc oui, comme l'a dit Gonzague, donc je suis chargé de mission à la région Bourgogne-Franche-Comté sur la mesure PEI spécifiquement, donc Partenariat européen pour l'innovation. Je vais vous la présenter comment est-ce qu'elle est mise en place en région en quelques minutes, et ensuite on laissera place du coup aux porteurs de projets qui viennent présenter chacun un projet. Donc la mesure PEI en Bourgogne-Franche-Comté, pour la résumer, un pays, ce qui a été souhaité être mis en place ici dans son application, ça, donc on souhaite accompagner des projets qui tournent autour de trois grands, ouais, il y a trois grands impératifs pour ce type de projet. Donc c'est qu'ils présentent une solution innovante, qu'ils attestent par un travail partenarial. Et l'objectif, c'est donc un impact sur le terrain. Donc, à la fois, le besoin doit venir du terrain et les actions doivent être ciblées pour qu'il y ait un impact final sur le terrain. Donc, quand je dis le terrain, c'est les agriculteurs ou agricultrices et pareil pour le monde forestier. Donc, c'est bien le PUI Agri qui est fléché sur les thématiques agriculture et foresterie. Je suis assez succinct pour pas être trop long dans quels sont les critères d'un PUI, mais voilà les grandes thématiques. Et donc ces groupes opérationnels, donc ces partenariats, sont accompagnés de deux phases. Enfin, il y a deux possibilités de les accompagner. D'abord via le volet émergence, donc qui permet de faire émerger le groupe de partenaires, d'évoluer de faire maturer l'idée, de construire le partenariat et le plan d'action. Et donc, c'est des projets qui sont financés sur une durée d'un an pour une durée, un budget maximal de 100 000 euros. Et ensuite, il y a le volet fonctionnement qui, là, permet de financer des projets sur 3 ans et qui est vraiment là pour mettre en place la solution innovante qui est portée par le groupe de partenaires. Et en région Bourgogne-Franche-Comté, donc le taux d'aide est à 100%. Et donc, on va passer à quelques chiffres et je vais expliquer ce taux de 100%. Donc, c'est 80% qui viennent de fonds européens, donc des fonds de FEADER, et 20 complétés à 20% par des fonds régionaux. Euh, un petit, un petit résumé de la mise en place de la mesure entre 2015 et 2022. Donc, il y a eu 6,5 millions d'euros attribués à 33 projets, donc 15 en phase d'émergence et 18 en phase de fonctionnement. Et petite particularité à l'époque, c'est que la mesure avait été activée que sur la région Bourgogne. Et donc, pour avoir une homogénéité sur le territoire, la région Bourgogne-Franche-Comté, lors de la fusion, a décidé d'appliquer exactement les mêmes critères à des projets franc-comtois, mais financés 100% par des fonds régions. Donc, par exemple, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le projet Coolwood que va nous présenter Luc Évrard tout à l'heure. Et ensuite, actuellement, donc pour la période 2023-2027, il y a 7,5 millions d'euros qui ont été attribués à la mesure PEI. Donc, à nouveau, avec un système 80%, 20%. Donc, 6 millions de FEADER et 1,5 million d'euros de fonds région. Là, pour l'appel à projet, on a eu 4 projets en émergence de validés et 5 projets en fonctionnement. Donc, dont fait partie le projet d'immersion agricole qui sera présenté par Jeanne Frachon tout à l'heure. Et il y a un appel à projet qui vient d'être clôturé et on a 10 projets déposés pour l'appel à projet 2025. Et pour le futur appel à projet, probablement en 2026, il y aura le reste des crédits qui seront attribués. Mon intervention est terminée. Je vais maintenant laisser la place aux différents, donc aux trois porteurs de projets qui sont venus présenter leur travail. Donc, Jeanne Frachon de Semeurs du Possible, une association qui porte le projet Immersion agricole, qui a été financé par un projet en émergence, donc en 2022, si je dis pas de bêtises, puis un projet sur un projet en fonctionnement, donc qui est actuellement en cours. Le projet Coolwood présenté par Luc Évrard de Biomasse Conseil sur le stockage du bois par le froid. Et le projet du coup du laboratoire agroalimentaire partagé, qui était porté initialement par Melting Popot, une association, et qui a été repris maintenant par la communauté de communes du Clunisois. Et donc ce sera Claire Pernet qui nous présentera ce projet. Donc écoutez, je laisse le partage et je vous laisse la place.
Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Jeanne Frachon et je travaille effectivement sur le projet Immersion agricole. Du coup, l'idée de ce webinaire, c'était de vous présenter un petit peu l'historique, comment est né le projet, donc vous présenter la problématique de départ et puis la formation du groupe de partenaires, de vous présenter le dispositif qu'on a imaginé. Donc, Immersion agricole, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre en fait qu'on propose aux personnes qui souhaitent se reconvertir en agriculture, de vous présenter également comment on est organisé en groupe de travail et de faire le bilan des différentes expérimentations qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Et puis de terminer du coup sur les quelques difficultés qu'on a rencontrées, qu'on rencontre, et puis les perspectives du coup pour pérenniser ce dispositif. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique, moi, Jeanne Frachon, je suis salariée d'une association qui s'appelle Semeurs du Possible. Semeurs du Possible, c'est une association qui travaille sur le test en agriculture. Donc, c'est pas tout à fait le sujet du jour, mais juste pour comprendre du coup d'où vient l'idée d'immersion agricole. En fait, le test agricole, c'est un système de pépinière d'entreprise qui permet du coup de couver des entrepreneurs à l'essai le temps d'un test du coup sur une activité agricole, là pour le coup, voilà, en Bourgogne. Donc, dans le cadre de cette association, il y a eu pas mal de réflexions sur comment on accompagne les porteurs de projets avant qu'ils soient prêts à s'installer, avant même qu'ils soient prêts à se tester, au moment où ils se posent la question d'une reconversion professionnelle. Et donc, du coup, on a imaginé comment pourrait se faire cet accompagnement en amont du test, quoi. Et puis, en discutant avec des partenaires de la région, notamment la Chambre d'agriculture régionale et puis des centres de formation, notamment les CFPPA, on s'est mis autour de la table pour réfléchir ensemble à comment pallier à ce besoin. Et donc, on a déposé ensemble un premier PEI émergence, du coup, entre janvier 2022 et août 2023. Ça s'appelait à l'époque Stage paysan créatif Bourgogne, inspiré du coup d'autres initiatives en France, pour travailler sur cette question du manque de pratique des porteurs de projets et voilà, de cette phase d'émergence qui est difficile à accompagner et qui est peu accompagnée aujourd'hui. Du coup, il y a eu plusieurs voyages d'études, des entretiens avec des porteurs de projets, des agriculteurs, des centres de formation, du coup, pour essayer de bien comprendre le besoin. Et puis, petit à petit, au sein de ce groupe à 4 partenaires, du coup, l'émergence du dispositif immersion s'est faite. Et donc, on a imaginé un cadre de 3 mois de stage pratique sur des fermes pour vraiment se confronter à la réalité du métier agricole. L'idée, c'était d'aller voir au moins 2 fermes pour pouvoir comparer des systèmes, d'avoir un projet de reconversion et de permettre des sessions de regroupement entre stagiaires avec un peu cette idée de créer un groupe, une promo qui allait pouvoir s'entraider et étant dans les mêmes questionnements d'une reconversion professionnelle vers le monde agricole. Dans le cadre de ce PEI émergence, du coup, on a fait une première expérimentation au printemps 2023 avec au départ 6 stagiaires à l'échelle de la Bourgogne, du coup. Et puis en 2023, du coup, on a déposé un second PEI, le PEI fonctionnement. On a élargi notre champ d'action à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté et on est passé de 4 à 16 partenaires, du coup, donc des associations, des centres de formation, des chambres d'agriculture départementales, régionales, des agriculteurs. L'idée étant du coup de consolider un peu cet outil qu'on a imaginé dans le cadre de l'émergence et puis du coup d'augmenter les capacités d'accompagnement à la fois dans le temps et sur le territoire du coup en passant à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. L'idée de multiplier les expérimentations, c'est notamment pour nous permettre d'affiner le cadre pédagogique lors des sessions de regroupement. Et puis, l'idée de ce PEI en fonctionnement, du coup, nous permettait de gagner un peu du temps sur le choix en fait du cadre juridique et financier qui allait nous permettre de pérenniser cet outil d'immersion.
Un autre objectif du coup de ce PEI, c'est aussi de mettre autour de la table, de renforcer les liens en fait entre différents acteurs de l'accompagnement, à la fois de l'installation agricole que nous on connaissait bien au départ, les différents partenaires, mais aussi les acteurs de l'accompagnement à la création d'activités, les acteurs de l'emploi, de l'insertion, qui finalement regroupent un petit peu notre foyer de candidats potentiels pour immersion agricole. Et donc 3 expérimentations ont déjà eu lieu du coup dans le cadre de ce PEI, printemps-automne 2024, et on vient de terminer la session du printemps 2025. Pour vous présenter un peu le dispositif immersion agricole tel qu'on l'a imaginé, je l'ai dit, du coup, l'idée c'est vraiment d'être sur le terrain, donc un stage pratique sur au moins 2 fermes en Bourgogne-Franche-Comté pendant 3 mois. Le seul prérequis qu'on a pour la sélection des candidats, outre le fait que en termes de statut ça fonctionne et que en termes de calendrier ça aille pour eux, c'est cette idée de d'envisager une reconversion en agriculture. Aujourd'hui, on propose donc 2 sessions, une au printemps, une à l'automne, et on s'appuie sur un DAC. Ça parle peut-être à certains d'entre vous. C'est un dispositif qui est plutôt lié à l'insertion professionnelle au départ, dispositif en amont de la qualification, qui est géré aujourd'hui par la région également. Ce dispositif, il s'appuie sur 3 choses importantes: des périodes de stage pratique, des sessions de regroupement et un suivi individualisé des stagiaires. Donc sur l'aspect période de stage, du coup, l'idée c'était de pouvoir voir des fermes différentes, des systèmes différents, pour bien comprendre le fonctionnement d'une ferme et pouvoir comparer différents systèmes de production. On peut aller voir des fermes dans la même production si on a déjà choisi. On peut aussi aller voir des fermes dans des productions différentes, donc pour permettre de réfléchir à un projet diversifié par exemple, ou pour aider à choisir une production. Sur chacune des fermes, il y a un tuteur qui est attitré et qui, au-delà de signer la convention, du coup encadre le stagiaire. Donc il y a un vrai lien qui se fait du coup entre les partenaires d'immersion agricole et les tuteurs pour que ces stagiaires un peu particuliers en découverte de l'activité agricole soient bien pris en charge du coup dans cette phase où il y a beaucoup de questionnements et du coup ils sont en attente de comprendre plein de choses sur le fonctionnement de la ferme. Les fermes sont au choix du stagiaire et puis après les personnes qui font le suivi individualisé du coup au sein du partenariat viennent valider les choix du stagiaire. Donc c'est un rendez-vous téléphonique en général avec le tuteur et le stagiaire pour présenter l'immersion et présenter le fonctionnement, les contraintes administratives. Voilà. Mais ça permet d'échanger aussi sur le besoin un peu particulier de ce public en émergence. Le deuxième aspect, du coup, c'est des temps de regroupement entre stagiaires. L'idée, c'est vraiment de pouvoir constituer un groupe d'échange et de confiance en fait entre les stagiaires pour les aider à prendre du recul sur leur parcours en stage et sur leur envie de reconversion. D'échanger autour des expériences de stage, de découvrir les acteurs du monde agricole. Là, on fait intervenir du coup pas mal des partenaires que ce soit les chambres d'agriculture ou les associations comme le CIVAM, sur l'aspect présentation des démarches pour du salariat, pour de l'installation, ou tout simplement pour connaître quels sont les acteurs et leur rôle dans le cadre d'un projet agricole. Et puis ensuite, il y a un temps de travail aussi important sur la préparation de la suite. En fait, une fois qu'on a débriefé des expériences en stage, quels sont les dispositifs du coup qui peuvent s'offrir aux stagiaires pour continuer leur projet. Donc l'idée c'est d'identifier ensemble les suites possibles à immersion, quoi. Et puis le troisième aspect important, du coup, c'est un suivi individualisé. Donc chaque stagiaire a un référent local qui accompagne le stagiaire à la fois dans sa recherche de ferme et qui s'assure de l'avancée de ses démarches, que ce soit administratif au moment de l'entrée en formation et puis
tout au long des 3 mois pour vérifier que les conventions de stage sont à jour, voilà, qui fait vraiment le suivi du quotidien avec le stagiaire et le tuteur. Et du coup, c'est ces fameuses référentes locales qui sont du coup en lien direct avec les tuteurs. Pour vous présenter un petit peu comment se déroulent ces 3 mois, du coup, je vous ai remis le programme de l'automne. Là, l'idée, c'est d'avoir des sessions de regroupement qui nous permettent de voir différents lieux de la région. Du coup, en général, on commence au CFPPA du Morvan, donc sur le département de la Nièvre, pour 5 jours de session de regroupement en introduction. Le CFPPA du Morvan a été choisi parce que c'est lui qui porte le DAC sur lequel on s'appuie pour réaliser l'immersion. Et donc, administrativement, c'est beaucoup plus simple d'être sur place au moment de l'entrée en formation. Donc 5 jours, c'est beaucoup d'interconnaissances, toute une phase pour dire son projet, identifier ses ressources, ses freins, ses motivations, et puis un temps de préparation pour les périodes de stage, et on termine par 2 jours de SST du coup pour les faire partir en stage en sécurité. Ensuite, du coup, on enchaîne avec une période de stage de 15 à 20 jours, voilà, en fonction du calendrier. Donc là, voilà, chacun choisit son lieu de stage. Ensuite, 2 jours de session de regroupement. Là, on était en Côte d'Or, sur une ferme collective. Il y a toujours un temps en session de regroupement, du coup, de partage d'expérience du stage qui vient de passer. Et puis ensuite, sur cette deuxième session de regroupement, on travaille sur l'identification des compétences nécessaires pour s'installer et l'auto-évaluation pour chacun. Et puis on travaille sur la notion de projet et aussi sur la notion de collectif, du coup, notamment grâce au témoignage de la ferme sur laquelle on se trouve. Deuxième période de stage, 15 à 20 jours encore. Et puis ensuite, troisième session de regroupement. Là, on était dans le Jura pour 2 jours. On commence encore une fois par une session de retour d'expérience. Et puis, là, il y a une intervention de la Chambre d'agriculture sur tout l'aspect démarche pour travailler en agriculture, que ce soit pour le salariat ou pour l'installation. On travaille aussi sur l'identification des acteurs du monde agricole. Et là, encore une fois, on s'appuie sur une visite de ferme, du coup, diversifiée et en vente directe. Et puis, on enchaîne avec une troisième période de stage et on termine par une session de regroupement. On était dans Lyon cette fois-ci. L'idée là de cette session, c'est vraiment de faire le bilan des 3 mois et de construire son plan d'action pour la suite. Voilà comment s'articulent du coup ces différentes périodes. En termes d'organisation, du coup, on est 16 partenaires répartis dans différents groupes de travail. En fait, le cœur du travail se fait au sein du groupe projet qui comprend du coup le chef de file, Summer du possible, donc l'association pour laquelle je travaille, et puis différents groupes de travail. Donc les partenaires sont répartis en fonction de leurs compétences dans les différents groupes. Groupe pédagogique qui va travailler plutôt sur le contenu des sessions de regroupement, groupe statut qui est plutôt orienté sur la question de la pérennisation, le groupe local qui gère plutôt les liens directs, la logistique avec donc les référentes locales et le lien avec les stagiaires, les tuteurs. Et puis un groupe communication qui est plutôt sur voilà la question des prescripteurs et de la diffusion de l'information autour du dispositif. Et puis du coup 2 fois par an, on se retrouve en comité d'appui du coup pour voilà rendre compte de l'avancement du projet avec notamment les prescripteurs et les financeurs. Et puis du coup, ils sont pas intégrés au projet, enfin pas tous du coup, mais du coup c'était important pour moi de les nommer là-dedans. Du coup, les accueillants tuteurs et les stagiaires du coup qui font pleinement partie du projet. Pour faire un petit bilan des 4 expérimentations qui ont été menées jusqu'à maintenant, que ce soit sur le PEI Émergence ou sur le PEI en fonctionnement, du coup, au total, du coup, on a recruté 34 stagiaires, dont 19 femmes et 15 hommes, âgés de 19 à 58 ans. Et en refaisant les stats, là, c'est très bien réparti. Du coup, voilà, il y a vraiment
des personnes de tous les âges sur cette tranche-là. Donc voilà, 22 de moins de 40 et 12 de plus de 40. Mais donc du coup, si on fait les tranches par 5 ans, à chaque fois, j'ai à peu près le même nombre dans chaque tranche d'âge, quoi. On a sur ces 34 stagiaires, beaucoup sont demandeurs d'emploi, mais pas tous. Du coup, on a pu obtenir du coup pour chacun le statut de stagiaire de la formation professionnelle, qui permet notamment d'accéder à une rémunération, enfin une indemnité région s'ils sont pas indemnisés par ailleurs. Donc on a 30 demandeurs d'emploi, 3 fonctionnaires en dispo et un salarié qui est resté à temps partiel, du coup qui a organisé son temps de travail de manière un peu de manière partielle, du coup le temps du stage, quoi. Sur ces 34 projets, du coup, il y avait 4 personnes qui avaient vraiment des projets de salariat au départ, et puis 30 projets d'installation. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on avait imaginé l'immersion agricole, on était assez focalisé sur l'installation. Et puis en fait, on s'est aperçu que voilà, qu'il y avait aussi une demande sur entrer dans le monde agricole pour devenir salarié, que c'était pas si évident, voilà, de se former, d'acquérir de l'expérience quand on n'est pas issu du milieu agricole, mais qu'on souhaite devenir salarié. Du coup, on a pu intégrer du coup ces publics-là aussi. Bon, ça demande des petites adaptations, notamment au niveau pédagogique sur les sessions de regroupement, mais ça se fait. Et donc sur les 30 projets d'installation, on a des projets seuls, en couple, en collectif. Voilà, c'est toute forme d'installation. Et puis assez bien répartis sur le territoire. On a quand même plus de porteurs de projets en Bourgogne, donc 6 de Côte-d'Or, 9 de la Nièvre, 7 de Saône-et-Loire et 4 de Lyon. Et un peu moins en Franche-Comté, 1 du Doubs, 4 du Jura et 3 de Haute-Saône. Sur les projets, du coup, je vais peut-être pas vous lire toute la liste, mais là, vous avez du coup toutes les productions qui ont été plus ou moins testées en stage ou en tout cas souhaitées à l'installation ou en salariat par la suite. C'est hyper divers. Voilà, et souvent, c'est des associations de plusieurs choses, mais du coup, il y a autant de projets en élevage qu'en végétal et pas mal de projets qu'on appelle agri-ruraux avec de l'agricole, mais pas que, notamment le point vert, là, gîte, chambre d'hôte, accueil pédagogique, ferme auberge, accueil social, à mettre en diversification, du coup, sur l'appui d'une production agricole. Sur ces 34 stagiaires, du coup, qu'est-ce qu'ils sont devenus à la suite? Il y a eu pas mal d'entrées en formation longue BPREA, 13 BPREA, tout de suite après l'installation, enfin tout de suite après l'immersion. Certains partent voilà sur du salariat agricole, non agricole. Certains retournent en poste pour différentes raisons. Là, il y a 2 retours en poste. Un en attendant de pouvoir s'installer, donc toujours en parallèle de démarches à l'installation, et une parce que justement immersion lui a permis de se rendre compte que l'installation agricole était pas pour elle, notamment pour des raisons de santé. Voilà, plusieurs sont retournés demandeurs d'emploi, mais la plupart, du coup, c'est tout en conservant, du coup, l'idée d'une installation dans un second temps. Et pour certains, du coup, c'est aussi la prise de conscience que c'est un autre secteur d'activité finalement, etc. Immersion sert aussi à ça, hein, du coup, à faire le tri avant de se retrouver en formation longue, de s'engager dans des démarches à l'installation et puis se rendre compte trop tard que c'est finalement pas pour eux, quoi. Et du coup, sur ces 34, il y a une personne qui s'est installée vraiment à la suite d'immersion et une personne qui est en test agricole. Donc le fameux système de couveuse d'entreprise, du coup, et en partenariat avec Semeur du Possible. Dans le cadre des résultats, du coup, pour les bénéficiaires, vous l'avez compris, c'est à la fois de l'expérience pratique, donc l'identification de leur motivation,
s'entraîner pour présenter son projet, la capacité à questionner le fonctionnement d'une ferme, identifier les compétences nécessaires pour son projet et savoir comment acquérir celles qui manquent, connaître les acteurs du monde agricole et avoir un plan d'action établi pour mettre en œuvre son projet professionnel. Au niveau du territoire, du coup, l'idée, c'était vraiment de coordonner divers acteurs, du coup, à la fois de la formation, de l'emploi, de l'accompagnement à l'installation agricole. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place ce dispositif assez facilement mobilisable et aujourd'hui viable, mais à terme, il pourrait l'être également. Du coup, c'est ce qu'on verra dans la pérennisation. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Voilà, l'idée c'était aussi de réaliser une meilleure conciliation des fonds publics, notamment sur une meilleure orientation du coup des personnes entre ce qui leur reste de droit à Pôle emploi, les fonds de formation, le soutien à l'installation, voilà, différents financements qui peuvent intervenir sur ces parcours. Et du coup, voilà, plusieurs pistes de pérennisation que je vais vous présenter, et puis du coup, voilà, l'accueil de nouveaux entrants dans le secteur agricole. Au niveau des perspectives, du coup, je voulais juste dire un mot des difficultés actuelles qu'on a par rapport au projet PEI. C'est complètement de l'administratif et c'est pas très motivant, mais du coup, il y a des soucis aujourd'hui pour mettre en place le logiciel qui va nous permettre de faire nos remontées de dépenses, en fait. Donc, on a déposé un dossier à l'été 2023. On a eu la confirmation que le dossier était accepté, du coup, en janvier 2024. Les actions ont commencé en septembre 2023. Et depuis ça, du coup, on travaille sur fonds propres. Donc, nous, on est une petite association. Il y a 5 personnes dans l'association, mais il y a l'équivalent de 1,3 ETP. Avancer 1 an et demi de salaire sur l'intégralité de mon poste, par exemple, ça commence à devenir très très compliqué. Donc voilà, c'est lié au fonctionnement des fonds européens et de la région, mais du coup, voilà, ça fait partie des difficultés qui me semblaient importantes de partager aussi par rapport à ce PEI. En parallèle, du coup, on a une stagiaire aujourd'hui qui fait un stage de fin d'études au sein de Semeurs du Possible pour travailler sur les questions de immersion agricole et pouvoir développer la question des parcours de reconversion des stagiaires. Et sur la question de la pérennisation, du coup, on est sur 2 pistes parallèles. Du coup, soit on continue avec le système du dispositif en amont de la qualification dans le cadre d'un nouvel appel d'offres qui a été déposé là, du coup, pour la période 2026-2030. Du coup, le CFPPA du Morvan a fait une proposition du coup pour mettre en place une coloration sectorielle agricole dans le cadre de cet appel d'offres. Donc on attend la réponse, on saura cet été. Ça implique du coup de mettre en réseau pas mal de personnes qui travaillent sur le DAC pour que cette coloration agricole prenne forme à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, c'est une de nos pistes de pérennisation. Et puis l'autre, du coup, c'est de travailler sur en lien avec le conseil régional sur la modification d'un règlement d'intervention spécifique qui est aujourd'hui mis en place pour des aides à la création et à la reprise d'entreprise qui pourrait être en étant un tout petit peu modifié, du coup, qui pourrait intégrer immersion agricole. Donc, ça, c'est en train d'être étudié aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma présentation. Merci de votre attention à tous. Et je vais passer la parole à mon collègue de biomasse. Oui, on va enchaîner avec Luc Évrard, si ça vous va. Donc pour pareil, entre 15 et 20 minutes, donc jusqu'à 14h20 si possible. Et donc là, on était sur une innovation, une définition de l'innovation très organisationnelle. Du côté du projet Coolwood, c'est plutôt une innovation technique. Et donc je laisse la main à Luc pour la suite. Ok, est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que vous m'entendez bien? Fonctionne très bien, oui. Ok.
Donc, je suis Luc Evrard, je gère un bureau d'études qui s'appelle Biomasse Conseil, qui est basé dans les Vosges. Et je vais vous présenter le projet Couloud qui consiste en le développement d'un procédé innovant de stockage et de conservation des bois par le froid. Et donc ce projet a rassemblé 5 partenaires que j'ai mis ici avec leur logo. Forêt Bois de l'Est, qui est une coopérative forestière basée à Épinal, mais qui intervient en Bourgogne-Franche-Comté. Le LERMAP, qui est un laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois. La Scierie Genêt, qui était porteur du projet PEI Agri. Donc ma société Biomasse Conseil, bureau d'études en biomasse. Et la société CB45, qui est un bureau d'études énergie bâtiment. Et voilà comment je vais vous présenter le projet. D'abord, je vais vous parler des enjeux pour les forestiers et les industries du bois autour de la conservation des bois. Ensuite, je vais vous parler des résultats antérieurs au PUI Agri et qui ont constitué la base du groupement opérationnel des 5 partenaires que je viens de vous présenter. J'évoquerai les actions du PEI Agri. Il y avait 5 grandes actions dans notre projet. Et enfin, les conclusions de notre projet et les suites que nous comptons donner. Pour ce qui est des questions, si j'ai bien compris, on verra à la fin des diaporamas plutôt. Donc, quels sont les enjeux pour les forestiers et les industries du bois autour de la dégradation des bois, de la qualité des bois? Eh bien, il faut savoir que même si c'est assez peu connu, que le bois est un matériau vivant, bon, ça on le sait, mais qui se dégrade au même titre que des produits agricoles comme les salades ou les carottes à cause de bactéries et de champignons, avec une sensibilité qui peut varier suivant les essences. Par exemple, le chêne est faiblement sujet aux dégradations parce que c'est un bois durable naturellement du fait de la présence de tanins euh, dans le bois et qui constitue, on va dire, son système immunitaire. Par contre, des bois comme le hêtre et autres bois blancs, l'érable, par exemple, subissent très facilement des dégradations. Ce sont des bois peu, voire très peu durables, en particulier le hêtre. Et donc, à cause de ces dégradations biologiques possibles, il y a un risque permanent de perte et de valeur tout au long de la chaîne d'exploitation et de transformation des bois. Et à partir du moment où les bois sont coupés, c'est une vraie course contre la montre qui s'engage jusqu'au séchage des débits, c'est-à-dire des bois sciés, parce qu'une fois que les bois sont séchés, ben, ils sont beaucoup moins sensibles aux dégradations. Mais donc entre l'abattage et sur toute la phase de mobilisation, de transformation, c'est une réelle problématique, tant et si bien que l'ancien CTBA, Centre technique du bois et de l'ameublement, qui est devenu FCBA depuis, avait mené une étude en 2005 et il avait identifié que dans les scieries, avec 5 à 6 mois de stockage estival des grumes, c'est-à-dire des bois ronds, hein, on va dire la grume, c'est les trois premiers mètres à peu près dans le tronc d'un arbre. Et c'est là que c'est dans ces 3 premiers mètres que se concentre 80% de la valeur des arbres, hein, en moyenne. Donc c'est vraiment là qu'on trouve l'essentiel de la valeur. Et ces bois, une fois transformés en sillage, eh bien, le CTBA avait identifié que durant 5 à 6 mois de stockage, on pouvait perdre de 13 jusqu'à 30% de valeur sur les sillages à cause de ces dégradations biologiques. Donc c'est vraiment un enjeu très très important, mais qui est assez peu évoqué et pour lequel on a assez peu de solutions. Il existe des techniques pour pallier ce problème, mais qui restent tout à fait insatisfaisantes. Alors, bien sûr, on évite au maximum de stocker, c'est pour ça que je parlais de course contre la montre tout à l'heure.
La solution technique vraiment la plus utilisée pour stocker des bois, par exemple sur les parcs agrumes des scieries, pour les bois qui sont en attente de transformation, eh bien, cette technique de stockage et de conservation consiste à arroser, à asperger les bois d'eau en continu avec de l'eau. Or, bon, on sait que la problématique de l'eau, elle devient de plus en plus prégnante avec les sécheresses estivales. Et on n'a pas du tout de solution pour les sciages, puisque une fois que les bois sont sciés, ben, on ne peut plus les mettre sous aspersion. Le procédé ne convient plus, ne convient plus. Et notre solution, le procédé innovant Couloud, donc qui a fait l'objet vraiment du PEI Agri, bah, il est pertinent à la fois pour les bois ronds, les grumes, et à la fois pour les bois transformés, c'est-à-dire qu'on peut stocker des sciages. Par exemple, dans les scieries, parfois il peut y avoir des bouchons, si j'ose dire, au niveau du séchage. C'est-à-dire si les capacités de sciage d'une scierie sont pas assez importantes, eh bien, il y a des bois sciés frais qui restent en attente de séchage. Et pendant ce temps-là, en quelques jours, des champignons, comme les chauffures, par exemple, qui est un champignon de pourriture, peuvent attaquer les bois et faire baisser drastiquement leur valeur économique. Et le principe du procédé Couloud, c'est de créer des enceintes et dans ces enceintes de maîtriser la température, voire l'humidité. Donc de rester à basse température et à humidité élevée autant que possible. Alors, je passe à ce schéma dans lequel il y a beaucoup de choses, mais que je vais vous expliquer, hein, c'est un copier-coller d'un autre document, mais je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement. En abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, on a les températures extérieures locales, donc la température qu'il fait dehors, quoi. Et en ordonnée, donc verticalement, on a les teneurs en humidité des bois. Alors, suivant deux mesures, l'humidité sur matière sèche ou l'humidité sur matière brute, mais en fait, c'est deux façons de dire la même chose. Et par exemple, quand on est à 100% d'humidité sur matière sèche, ben on a 50% d'humidité sur matière brute. Et là, ça veut dire qu'on a autant d'eau dans le bois que de matière bois. Alors, comme vous pouvez le voir, alors aussi un autre élément, c'est qu'en fond, vous voyez, il y a des couleurs jaunes de plus en plus foncées quand on va vers 30 à 60% d'humidité sur sec et qu'on est à entre 15 et 35 degrés. Et donc là, là où le fond est le plus sombre, on est dans des risques de dégradation biologique les plus importants. Et ensuite, plus on s'éloigne de ce secteur et plus les risques sont atténués. Alors, la filière bois commence par l'exploitation forestière. Ici, c'est le rectangle ou le carré 1 qui montre là que l'exploitation forestière, elle se déroule surtout en hiver et jusqu'au début de printemps. Et donc avec ces bois qu'on va récolter jusqu'au début du printemps, eh bien euh, il va falloir les stocker pour pouvoir les utiliser en transformation jusqu'à ce que la saison d'exploitation suivante reprenne, c'est-à-dire en fin d'automne. Donc ça veut dire que là on a 4 ou 5 mois critiques pendant tout l'été et puis un peu le printemps, un peu l'automne où vraiment on est en risque important de dégradation. Et comme vous le voyez sur le schéma en ordonnée, les taux moyens d'humidité des bois sur pied sont différents suivant les essences. Par exemple, le frêne commun qui est en bas, bah, déjà quand il est sur pied, il est assez sec. Et ensuite, plus on monte, plus les bois sont humides sur pied, jusqu'au peuplier cultivé, où là, il y a carrément plus d'eau dans la grume que de bois sec. Donc une fois l'exploitation réalisée, on va vouloir mettre en stock les bois ronds, comme je disais, pour pouvoir les utiliser jusqu'à pendant toute la période estivale. Et donc là, on a trois possibilités. Donc c'est les rectangles 3A, 3B, 3C.
où on peut soit stocker les bois sans aucune protection, auquel cas, vous voyez, les bois sèchent et ils s'échauffent et on se retrouve dans le secteur le plus propice pour les dégradations biologiques. Ou bien, on peut aussi, comme je vous l'ai dit, utiliser la technique d'aspersion d'eau, où là, ce qu'on va chercher à faire, c'est humidifier les bois au maximum jusqu'à dépasser 100% d'humidité sur sec, et ça limite les dégradations biologiques. Mais vous voyez qu'ensuite, quand les bois vont ressécher de nouveau, bah, on va passer par ce secteur de dégradation important. Et la troisième possibilité, donc, c'est d'utiliser notre procédé Coolwood, où là, comme c'est visible sur le schéma, en fait, on va garder les bois à un état frais, c'est-à-dire une basse température et une humidité aussi élevée que possible. Et l'objectif de notre procédé, c'est vraiment ça. C'est vraiment de garder les bois dans l'état frais dans lequel ils sont au moment où on les a récoltés. Alors, je ne parviens plus à changer de diapo. Une seconde, voilà. Notre projet PUI Agri n'est pas parti de rien. Il y avait déjà eu des travaux antérieurs et les partenaires qui ont participé au PUI Agri avaient déjà travaillé ensemble. Alors il faut savoir que le projet Coolwood, il a démarré en fait suite à la tempête de 1999, donc c'est déjà un projet entre guillemets assez ancien. Et à l'époque, je travaillais pour les communes forestières de Meurthe-et-Moselle, qui avaient très largement subi la tempête avec des quantités très très importantes de hêtres qui avaient été abattues et par le vent. Et on s'est posé très rapidement la question de comment les stocker. Et c'est comme ça que le projet Coolwood a émergé. Et bon, il a suivi son bonhomme de chemin pendant, je dirais, une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais de 2013 à 2017, il a fait l'objet d'un vrai programme de recherche nationale financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et la région Lorraine, avec un budget de 1 360 000 euros, 8 partenaires, 4 laboratoires, 4 entreprises. Et là, on a mené une vraie analyse technique scientifique du procédé sur des micro-échantillons en laboratoire et sur des petits billons en enceinte climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet du froid sur la conservation des bois même si elle paraît de bon sens, n'avait jamais été étudié sur le plan scientifique. Et donc, ce projet qui a duré 4 ans, 4 ou 5 ans, il a montré des résultats très positifs, ce qui a amené les partenaires à prendre la décision collective de poursuivre le projet. Et donc, avec une nouvelle implication, un nouveau partenaire qui n'avait pas fait partie du premier programme CB45. Et notre objectif dans le PUI Agri, c'était de passer à l'échelle industrielle, puisque là, on avait fait des tests sur micro-échantillons et sur petits billons. Et là, on voulait vraiment intégrer le procédé dans une filière industrielle. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Scierie Genet était porteur du projet. Ouais. Alors, Luc, un petit graphe pour montrer l'efficacité oui. Oui, il faudrait. Enfin, il y a encore à peu près 5 minutes de présentation, si ça te va. C'est pas Oui, où est-ce oui, que tu en es dans ton. je vais faire assez vite. Donc, Parfait. un Merci graphe pour beaucoup. montrer l'efficacité du procédé. Là, c'est des tests sur micro-échantillons qui ont été réalisés par le LERMAB. En rouge, pardon, en bleu à 22 degrés, on voit que les pertes sont très importantes. Et en rouge, euh, à 3 degrés, ben, on voit que la température limite considérablement la dégradation des bois. Alors, on a identifié plusieurs applications pour le procédé Coolwood, soit, comme je viens de le dire, des stockages d'urgence en cas d'exploitation forcée, soit des plateformes logistiques pour améliorer la commercialisation des bois. On peut aussi utiliser le procédé pour des parcs agrumes industriels, c'est-à-dire où on stocke des bois en amont du sciage. Et enfin, des parcs à débit, une fois que les sciages sont réalisés et qui sont en attente de séchage. Le procédé Coolwood montre un certain nombre d'avantages.
On maintient la qualité des bois de manière tout à fait optimale. On économise de l'eau et des pollutions des eaux. Le procédé est frugal en énergie. Il est modulaire parce qu'on peut mettre le volume qu'on veut en stockage. Il est flexible parce qu'on a moins de contraintes d'implantation avec l'aspersion. Par exemple, on n'a pas besoin d'une source d'eau. Et il est polyvalent puisqu'on peut y stocker des bois et des sillages. Enfin, il y a un avantage aussi en termes de surveillance et de maintenance par rapport à l'aspersion. L'aspersion demande beaucoup de maintenance parce qu'à partir du moment où les bois sont mal arrosés, en fait, on arrive dans les conditions idéales de dégradation. Mais le procédé Coolwood est beaucoup plus coûteux que l'aspersion, 3 à 4 fois son prix, et donc c'est un procédé qui est adapté seulement aux bois de plus haute qualité. Alors, il existe un besoin important en région Bourgogne-Franche-Comté. Ici, vous voyez une carte avec les volumes en France de stockage en 2011 et en 2016 par aspersion. Donc, on voit que le sud-ouest est très concerné et le nord-est et l'est aussi. Les actions, il y a eu 5 grandes actions menées dans le cadre du PEI Agri. Mettre en œuvre un pilote industriel dans la scierie Genêt, passer à des conditions réelles de production à une échelle industrielle, poursuivre les tests scientifiques, optimiser le procédé sur les aspects des enceintes de l'énergie et du froid, et enfin informer et aider à la décision les acteurs de la filière forêt-bois. Alors sur la première action, eh bien, on a mené 2 rotations de stockage de bois rond de taille industrielle dans une cellule qui nous a été prêtée par la scierie Genêt et qu'on a aménagée pour l'occasion. Là, je ne vais pas le détailler parce que ce serait un peu long, mais voilà le protocole expérimental qui a été suivi par le laboratoire qui a travaillé avec nous et qui a donc envisagé différents circuits et différents moments où on pourrait utiliser le procédé Coolwood et qui a évidemment fait des tests sur les bois pour voir ce que ça donnait en fin de filière. Donc en gros, il y avait 3 circuits, un circuit standard, c'est-à-dire sans aucune mesure de protection, un circuit en aspersion et un circuit Coolwood. On a aussi étudié 7 solutions constructives dans le détail, technique et financier, pour essayer d'optimiser techniquement et économiquement notre procédé. Parce que ce qui coûte cher, c'est l'enceinte, plus que la production d'énergie et de froid, mais surtout les enceintes. Et donc, on a envisagé différentes solutions constructives, parfois avec une logistique interne, c'est-à-dire les machines rentrent dans l'enceinte, parfois externes, c'est-à-dire les machines restent à l'extérieur de l'enceinte et on stocke vraiment, on utilise le volume pour stocker les bois. Nous avons interrogé une centaine d'acteurs en Bourgogne-Franche-Comté, des industriels et des institutionnels sur leurs problématiques de stockage et de conservation des bois. Et nous avions prévu dès le départ de réaliser 5 pré-études au maximum, donc elles ont été réalisées, 4 en industrie de transformation et une pour de l'exploitation forestière, dont une installation qu'on a étudiée pour la scierie Margaritelli à Fontaine en Saône-et-Loire, qui a débouché sur une vraie installation industrielle en 2023. Et donc c'est en quelque sorte une première mondiale, puisque je vous l'ai dit, le stockage par le froid n'avait jamais été étudié ni mis en œuvre auparavant. Alors nos conclusions, c'est que le projet PEI Agri a été réalisé comme prévu et on remercie vivement les financeurs de nous avoir permis de le faire, de le mener, parce que vraiment ça nous a fait avancer dans notre projet. Nos résultats techniques sont extrêmement positifs, mais on reste sur un coût de procédé élevé malgré qu'on ait cherché à optimiser ces coûts, mais le procédé reste quand même relativement coûteux, donc il est à réserver aux produits de plus haute qualité. On a abouti à une première installation industrielle réalisée dans la scierie Margaritelli et nous sommes donc enfin, au bout de 25 ans de projet, prêts à passer à l'étape de diffusion du procédé. On va intégrer, ou on va demander en tout cas à intégrer le plan national de gestion de crise tempête qui est proposé par le ministère de l'Agriculture avec des fiches techniques, dont des fiches sur le stockage des bois. Et nous comptons créer une société Coolwood dédiée au projet ou à la diffusion du procédé dans l'industrie, plus clairement.
Si vous voulez plus d'informations, pardon, j'ai été un peu long, mais c'est pas facile de résumer 25 ans de travail en quelques minutes. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet coolwood.fr ou sinon vous pouvez me contacter aux coordonnées qui s'affichent. Voilà, merci de m'avoir écouté et pardon d'avoir été si long. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et donc, on va passer au dernier projet désormais, donc présenté par Claire Pernet, on repart maintenant sur une innovation organisationnelle, mais qui a abouti à un investissement financé par un autre fonds que le PI, Leader, et plutôt cette fois sur la partie aval, donc transformation alimentaire. Mm. Voilà. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Non, Luc, est-ce que vous pouvez arrêter le partage, s'il vous plaît? Voilà, ouais. C'est bon? Parfait, c'est tout bon, merci. Ok. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Claire Pernet, je suis chargée de mission sur le projet alimentaire territorial du Clunisois, donc à la communauté de communes du Clunisois depuis 4 ans. Donc effectivement, moi je vais vous présenter un projet qui a bénéficié de financement PEI, mais il y a longtemps, enfin en tout cas avant que j'arrive, et pour sa conception. Et donc moi je vais quand même plutôt vous parler de comment ça fonctionne, enfin de l'historique et puis de comment ça fonctionne actuellement. Mais voilà, donc comment ces financements ont pu permettre d'aboutir à un projet structurant pour le territoire. Donc sachant que effectivement, c'est un projet qui date un petit peu et donc qui est antérieur au PAT. Alors, voilà, c'est bon. Donc bon, sur le territoire, donc on est sur voilà, sur le Clunisois, donc petite communauté de communes au sud de la Saône-et-Loire, de un peu moins de 15 000 habitants, 41 communes, avec la ville principale Cluny, 5 000 habitants, et puis des petits villages de 15 à 5 ou 700 habitants. Et donc un territoire qui est engagé pour ce mandat-là, mais il y avait déjà les prémices dans le mandat précédent durant lequel le laboratoire a été conceptualisé. Donc un projet de territoire engagé au niveau climat-énergie et se projeter dans le monde d'après, réduire l'empreinte carbone, etc. Donc essayer de relocaliser les activités et limiter notamment l'émission de gaz à effet de serre pour faire rapide. Et donc engagé dans un certain nombre de dynamiques territoriales, donc au niveau du Clunisois avec, comme je disais, les démarches climat-énergie, TEPOS, il y aura des sites Natura 2000, un plan paysage, des actions en termes d'économie circulaire, etc., plan de mobilité, et puis inscrit dans un niveau territorial un peu plus large qui est aussi actif au niveau de la gestion des déchets, schéma de cohérence territoriale, contrat local de santé, gestion de l'eau, etc. Donc pour ça, c'est pour faire rapidement au niveau de la présentation du territoire, donc territoire très rural. Concernant donc l'historique du projet de laboratoire, donc c'est globalement donc un territoire, bien que le PAT ait démarré il y a 4 ans, c'est un territoire qui était déjà engagé depuis une dizaine d'années dans le soutien de l'agriculture et le développement de l'alimentation locale. Les élus voilà, d'il y a une bonne dizaine d'années, ouais, c'était même les années 2010, ont été porteurs de la création du mouvement et de l'association Cantine en Mouvement et Terroir de Saône-et-Loire pour approvisionner les cantines en produits locaux. Donc avec une logistique organisée et maîtrisée par les producteurs pour centraliser les commandes de leurs produits et se rencontrer ensuite une fois toutes les 2 semaines pour récupérer les produits des uns et des autres et ensuite assurer eux-mêmes la livraison en retour de chez eux, la livraison sur leur trajet aux cantines qui avaient commandé. Voilà, un site Natura 2000 donc sur le bassin de la Garonne et du Clunisois qui est porté par la communauté de communes. Un travail également avec la laiterie locale, donc la laiterie Bernard, pour l'accompagner dans la rénovation de ses habitants et ses bâtiments et du coup conserver l'activité de transformation localement, au risque sinon que la laiterie disparaisse. Un travail aussi sur le glanage des fruits avec la brigade des compotes depuis plusieurs années, d'autres actions anti-gaspillage alimentaire avec le CIRTOM aussi, et une coordination depuis les années 2015 de la ramasse des invendus des supermarchés. Donc un travail en particulier ouais, orienté sur l'anti-gaspillage alimentaire.
Donc suite à ça, donc ces actions-là de anti-gaspillage avec le CIRTOM, ramasse des invendus dans les supermarchés avec les associations d'aide alimentaire notamment, et avec le CIRTOM, ont permis de caractériser un peu mieux le gaspillage alimentaire qu'il pouvait y avoir. À côté de ça, donc du coup d'initier un mouvement autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire collectif, enfin collectivement avec ces différentes structures. Et puis donc à côté de ça, donc il y avait un travail déjà en cours avec des producteurs, notamment via Cantine en Mouvement, Terroir de Saône-et-Loire, etc. Et donc des besoins qui sont remontés dans ces deux dimensions-là, au moins sur le besoin de travailler ensemble sur cet anti-gaspillage, la valorisation des invendus, et puis aussi le besoin exprimé par certains agriculteurs d'avoir un outil pour pouvoir faire de la transformation et du coup, soit valoriser les surplus, soit amener un peu plus de valeur ajoutée et créer des nouveaux produits aussi à destination des consommateurs. Donc du coup, de fil en aiguille, en fait, c'est un travail de réseau qui s'est fait avec une mobilisation de différents acteurs économiques, associatifs et de collectivités qui ont abouti à la création d'un PTCE, donc pôle territorial de coopération économique, pour le développement de filières et notamment autour de, autour de l'agriculture. Donc PTCE qui continue à exister, qui s'appelle maintenant Incluniso et qui développe tout un ensemble d'actions dans le domaine de l'économie circulaire et la création de filières, pas que alimentaires. Du coup, des premières études ont démarré sur les besoins, étudier les besoins réels sur le territoire et au-delà, en termes de transfo notamment, et puis donc d'anti-gaspillage. Également, a été adossée l'idée d'ajouter une activité de cuisine centrale, on va dire, pour des écoles, remontée par les collectivités. Donc, suite à ça, l'association Melting Poppot s'est créée pour porter ce projet et qui, au final, a conduit à la construction du laboratoire en 2020, donc par la communauté de communes, donc qui est propriétaire du site, et l'association Melting Poppot, donc constituée d'agriculteurs, d'associations et d'habitants citoyens, donc a commencé à exploiter le laboratoire fin 2020. Malheureusement, c'était la période du Covid, c'était une période de lancement pour une association qui finalement n'avait pas d'autres activités, donc en termes d'équilibre économique, c'était pas forcément évident de trouver une rentabilité et qui était pourtant indispensable pour une association. Donc tout un ensemble de facteurs ont fait que finalement, la communauté de communes a décidé en conseil communautaire de reprendre l'activité du laboratoire de transformation en régie, donc depuis bientôt 2 ans, donc c'était en août 2023. Donc voilà, donc ça c'est pour l'historique. Donc ce laboratoire, donc c'est un équipement partagé, donc je l'ai déjà un petit peu dit, qui permet de répondre à deux types de besoins. La transformation alimentaire pour les producteurs locaux et la production de repas de qualité pour la restauration collective, donc centre de loisirs et école. Donc c'est un laboratoire qui va être multifonction, on va dire, et multi-produit aussi en termes de transformation. Vous retrouverez sur notre site internet un ensemble d'informations et puis il y a aussi des articles qui ont paru sur internet par rapport à ça. Notamment donc voilà cette plaquette qui permet de présenter le labo et qui situe un petit peu les différentes activités. Donc vous voyez le labo sur votre gauche, c'est pas très grand, c'est surtout très découpé. Il y a un plan, vous verrez un plan après. Donc ça permet, comme je l'ai déjà dit, donc la transformation de produits locaux et éventuellement de produits anti-gaspillage. Et donc tout type de produits. Alors ça a un petit peu évolué par rapport à la plaquette qui est présentée ici. Donc on est sur viande, légumes, fruits. Les escargots sont plus possibles dans la mesure où, dans le cadre de la demande d'agrément auprès de la préfecture, ça a été supprimé en raison des contraintes, donc ça, pour l'agrément CE, pour les contraintes liées aux escargots, les contraintes sanitaires qui sont assez complexes. Donc du coup, et parallèlement des producteurs qui se sont équipés chez eux, donc du coup cette activité est plus possible au niveau du labo. Et donc on n'a pas non plus l'activité transformation de lait dans la mesure où il y a déjà la laiterie Bernard dans laquelle on s'était impliqué au niveau de la communauté de communes, donc comme je l'ai dit précédemment. Donc il y a déjà une activité de transformation à ce niveau-là. Mais tout type de viande, légumes, fruits,
peuvent être transformées au niveau du labo, et donc avec différents espaces dédiés, atelier de découpe de viande, salle de mise sous vide, légumerie, pâtisserie, et une cuisine équipée, une petite et une grande, avec des autoclaves pour la conserverie. Et donc la particularité, c'est que donc il y a une équipe qui est sur place, et pour la transformation, la découpe de la viande, donc il faut faire appel à un artisan de bouche, donc un boucher. Et puis pour la cuisine, on peut faire appel soit à l'équipe du laboratoire, soit le faire soi-même, soit venir avec un autre artisan de bouche. La particularité, c'est justement que le producteur peut prendre part à la transformation. Donc il peut participer lui-même à la transformation. C'est pas un laboratoire uniquement de prestations où on va amener son produit et repartir avec le produit fini. On est vraiment sur... au départ, le terme qui était beaucoup employé, c'était le terme de coworking. Donc ça veut dire vraiment coworking alimentaire, donc, où on pouvait venir faire la transformation. Donc c'est vraiment l'esprit du labo, de pouvoir y prendre part. Donc ça permet, comme c'est indiqué dans le petit témoignage qu'on voit sur la plaquette, ça permet aussi aux producteurs de mieux connaître les produits qu'ils vont développer et qu'ils pourront vendre ensuite auprès de leurs clients, que ce soit pour la découpe de viande ou pour la réalisation de conserves ou autres. Ça leur permet d'avoir une meilleure notion de comment la transformation a été faite, et donc de pouvoir mieux en parler et d'être plus maître finalement de la réalisation de ces produits-là qui seront ensuite vendus aux clients. Donc ça, c'est un plus pour les producteurs, et puis ça permet aussi de réduire les coûts, puisque ça limite le temps que d'autres personnes vont y passer, et donc du coup le temps facturé, même si ça se retrouve en coût de revient après. Et puis donc un volet restauration collective avec un peu moins de 400 repas par semaine qui sont confectionnés pour l'école du Civos de la Gande, donc qui regroupe plusieurs communes, et puis tous les centres de loisirs du Clunisois. Voilà, donc c'est pas l'intégralité des cantines du Clunisois, puisque en fait on retrouve des situations très diverses selon les communes, et on n'a pas au niveau du labo la capacité d'approvisionner tout le monde pour le moment, même si avec la demande d'agrément qui est en cours auprès de la préfecture, on espère pouvoir doubler cette production. Donc qui repose sur un approvisionnement en produits de qualité et locaux afin de favoriser les circuits courts. Et alors sur la plaquette, on a noté plus de 50% de produits bio pour confectionner les repas des enfants. Et quand on regarde les données qu'on a remontées sur ma cantine cette année, on est plutôt à quasiment 60% bio et signe de qualité, mais c'est essentiellement bio. Voilà, donc ça c'est l'équipe du laboratoire. On a 4 agents communautaires qui travaillent toute l'année. Ça représente 2,5 ETP puisqu'il y a des temps partiels. Donc avec une coordinatrice, et puis une responsable de la restauration collective, une cuisinière et puis une aide cuisinière. Et sachant que le fait de pouvoir d'être intégré à la communauté de communes fait que l'équipe peut aussi être appuyée en interne par le coordinateur du pôle économie sociale, dans le cadre duquel est intégré le labo. Moi, au niveau du PAT, pour tout ce qui est aspect communication extérieure, organisation de visites, etc., valorisation du labo, et également analyse des chiffres d'activité, chiffres Egalim, etc., la comptabilité, et puis les services techniques, ce dont ne bénéficiait pas forcément l'association auparavant, de fait. Donc ça, c'est les différents espaces du laboratoire. Alors, je peux essayer de vous faire une petite visite virtuelle rapide. Donc en fait, les produits arrivent par ici. Donc c'est l'entrée du laboratoire. Ici, donc on entre, les personnes qui vont y travailler entrent par des vestiaires pour pouvoir se changer. Donc là, avec un local laverie, etc. Un local tisanerie bureau. Et donc après, pour les espaces vraiment opérationnels, donc il y a une petite épicerie. Il y a donc une épicerie donc dans laquelle il y a des épiceries, sel, poivre, etc. Enfin, les produits un peu de base qui vont être utilisés pour la cantine, mais qui peuvent aussi être utilisés pour les producteurs pour leur éviter des achats en trop, par exemple. Une réserve ici de contenants, donc des bocaux et les poches sous vide. Donc c'est proposé de les fournir directement. Ici, une chambre froide pour les produits frais. Tout ce qui est, donc il y en a plusieurs en fait, hein.
fruits et légumes, beurre, œufs, fromage, et surgelés. Donc qui pourront ensuite servir soit pour la restauration collective, soit le temps d'être stockés avant d'être transformés par les producteurs. Quand on arrive ici, donc on a aussi un local déchets pour tout ce qui est déchets de viande notamment. Et puis ici, une chambre froide de réception de la viande. Ensuite, on franchit cette porte-là et on rentre vraiment dans l'espace de transformation. Donc il y a à chaque fois des systèmes de lavage, donc c'est les points bleus ici, répartis de partout. À savoir donc que l'utilisation du labo est donc sous forme de prestations horaires. Et donc le temps de lavage n'est pas compté dans la prestation horaire pour essayer d'éviter que cette activité-là soit un peu faite un peu trop rapidement, parce qu'il y a un réel enjeu d'hygiène dans la mesure où c'est une activité multiproduit qui se fait ici, avec en plus une dimension restauration collective pour des enfants. Donc il y a vraiment un enjeu en termes d'hygiène énorme. Donc du coup, on est ici plutôt sur la partie transformation viande, essentiellement. Donc la viande arrivant ici, donc ensuite les salles communiquent pour ici une zone de découpe et transformation. Une chambre froide intermédiaire avant de pouvoir rentrer dans la salle où notamment peut se faire la mise sous vide. Et puis ici, donc on a un séchoir pour tout ce qui est saucisson, etc. Donc là, il y a maintenant 2 mises sous videuses qui servent pour la viande et qui peuvent servir aussi pour les bocaux. Et de l'autre côté, on a plutôt un espace de transformation légumerie sale dans un premier temps, légumerie propre pour préparer donc les fruits et légumes. Une petite cuisine ici donc qui va pas mal servir pour la transformation, soit de la viande, par exemple pour faire de la terrine, quand il y a besoin de faire chauffer, ou bien des préparations à base de légumes ou de fruits, des coulis, des soupes, des choses comme ça. Et puis, donc ici, une grande salle de cuisine donc très équipée, où donc va être faite la cuisine pour la restauration collective, où sont les autoclaves, où il y a des cellules de refroidissement aussi pour ensuite stocker les plats, notamment au froid, puisque la livraison des repas se fait en liaison froide. Et voilà, un ensemble d'équipements pour la cuisine qui peut aussi être utilisé par des producteurs ou par des traiteurs. Enfin, l'utilisation du labo n'est pas ouverte qu'aux producteurs, ça peut être aussi des traiteurs, des pâtissiers, c'est arrivé qui viennent aussi le louer. Une zone ici plutôt plonge, stockage de matériel. Et puis là, on ressort dans une zone où il va y avoir tout ce qui est étiquetage, donc l'étiquetage obligatoire pour la traçabilité. Et puis des zones de stockage en attendant que les produits repartent et soient récupérés par les producteurs. Voilà, donc ça c'est pour la visite virtuelle du laboratoire. Je te J'espère que ça aura propose été... de... C'est la fin. Bah oui, dans 2 Et du coup, je minutes. vois pas l'heure. Pardon. Voilà. Si tu Il me peux reste combien conclure de en 2 temps? minutes, ce serait parfait. En 2 minutes, pardon. Ouais, ok. Bon, bah alors je passe vite les photos, mais bon, vous les voyez. Donc c'est les activités en cours. Euh, Voilà. On a donc depuis la reprise en régie par la communauté de communes, on a une trentaine d'utilisateurs en termes de producteurs ou autres transformateurs. En fait, on voit ici la répartition sur la communauté de communes, mais on en a aussi, donc la liste sur la droite, c'est les communes auxquelles appartiennent des producteurs qui ne viennent pas forcément du territoire. Et de fait, un outil tel que celui-ci a vocation à rayonner au-delà du territoire du Clunisois, globalement sur l'ensemble du département, parce qu'un autre outil de ce même type, enfin, créé pas très très loin, ferait la concurrence certainement, parce que c'est quand même des outils très spécifiques, très adaptés à des petites productions. Et donc l'intérêt, enfin depuis que l'outil fonctionne, donc l'intérêt des producteurs est grandissant. Donc on a maintenant une réservation, notamment par les éleveurs sur la transformation de viande, bah, par exemple jusqu'à la fin de l'année. Certains ont réservé jusqu'à la fin de l'année, donc une utilisation qui s'accroît. Donc il y a un intérêt pour le territoire pour maîtriser un peu mieux l'ensemble de la chaîne alimentaire et permettre aux agriculteurs d'être outillés pour pouvoir maîtriser leur transformation et développer aussi des produits à valeur ajoutée.
C'est aussi un outil qui potentiellement peut s'inscrire dans le développement de filières plus locales ou de filières nouvelles. Par exemple, là, depuis cette année, il y a eu des expérimentations sur de la transformation de châtaignes localement. Et une des expérimentations en cours sur de la transformation de viande de cabri avec le syndicat caprin pour mettre à disposition des recettes pour essayer de favoriser l'engraissement des cabris, des chevrons. Donc c'est un outil un peu couteau suisse qui permet de développer un ensemble d'activités. Dans les perspectives, on a aussi, dans le cadre de tout un travail qui est mené sur le territoire, encore dans la continuité du travail déjà engagé depuis une dizaine d'années sur l'anti-gaspillage alimentaire, d'essayer de voir la transformation possible des surplus, que ce soit des surplus des producteurs ou aussi des surplus des invendus des supermarchés pour approvisionner l'aide alimentaire. Développer voilà, la transformation des produits issus du glanage, puisque c'est aussi une perspective qu'on a de développer le glanage. Voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un outil à notre main, alors qu'il y a quand même besoin d'une certaine rentabilité économique, même s'il est inscrit plutôt dans la dimension sociale au niveau du règlement intérieur de la communauté de communes. Voilà, qui nous permet vraiment d'envisager le système alimentaire dans son ensemble au niveau du Clunisois. Ouais, je vais m'arrêter là. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a pour- Vas-y, je te laisse prendre la main, Gonzague. Oui, du coup, merci à nos 3 présentateurs, actrices. S'il y avait quelques questions sur l'un des sujets, vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le feed sur la droite, dans le message. Moi, je peux commencer par une petite question à Luc. Je voudrais savoir, vous avez dit que c'est un coût supérieur de 3 à 4 fois plus important, qui est sûrement dû, j'imagine, à l'électricité, pas d'autres choses sûrement. Mais par exemple, si j'achète aujourd'hui un parquet à 100, je sais pas, imaginons à 100 euros le mètre carré, euh, le coût de cette méthode le ferait monter à combien? Alors, ce qui coûte, d'abord quand on dit que notre procédé coûte 3 à 4 fois plus cher, c'est 3 à 4 fois plus cher que l'aspersion d'eau. Voilà, c'est ça, ouais. Et ce qui coûte le plus cher dans notre procédé, c'est pas l'énergie en fait, parce que le procédé est très frugal en énergie. Bah, il faut savoir que pour baisser la température d'un degré, ça demande 4,2 fois moins d'énergie que pour la montée d'un degré. Donc le coût, il n'est pas lié à l'énergie, il est lié au bâtiment, à l'enceinte. C'est ça qui fait D'accord. vraiment que le coût de notre procédé est plus important. Parce que quand on parle d'aspersion, bah, il faut de l'eau. Et l'eau, ça s'achète comme l'électricité, ça peut être coûteux. Donc, c'est surtout la solution constructive qui fait le coût du procédé. D'accord. Et donc, par rapport à votre question, sur le coût final des produits qui seront passés par le procédé pour être stockés, eh bien, ce que vous évoquez, la fabrication de parquet, c'est typiquement le cas de la scierie Margaritelli qui a créé une réelle enceinte de stockage industriel. Je crois que la série Margaritelli, pour la petite histoire, c'est elle qui fournit les parquets pour toutes les boutiques Nespresso dans le monde. Et donc, ils travaillent sur des produits de haute valeur. Et ils estiment que le, le- les produits finaux peuvent, entre guillemets, encaisser le surcoût du procédé, parce que ça les aide aussi dans leur organisation de travail. Il y a des choses que j'ai pas pu dire, mais par exemple, dans les préétudes qu'on a réalisées, il y a une scierie de hêtres qui est dans le Jura, qui arrête complètement son outil de travail. Donc la scierie est fermée pendant un mois en été, du fait qu'il ne trouve pas d'approvisionnement en matières premières convenables pour pouvoir poursuivre leur activité pendant l'été. D'accord. Il ne peut pas utiliser l'aspersion parce qu'il travaille sur des bois blancs et l'aspersion modifie la couleur des bois. Donc pour eux, c'est exclu d'utiliser l'aspersion. Et en fait, ils n'ont pas de solution.
et ils sont carrément obligés d'arrêter leur outil de travail pendant 1 mois dans l'année, faute d'avoir des approvisionnements en bois blanc. Merci. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a pas que la question du surcoût à la fin de la production, il y a aussi toute une question d'organisation, et on pourrait parler de la même chose en termes de commercialisation des produits en sortie d'exploitation forestière, parce que quand on exploite une parcelle forestière, ben, en fait, on en sort toute une série de produits, différentes essences, de différentes qualités, et à un moment, il faut pouvoir les rassembler pour constituer des lots homogènes qui intéressent les industriels. Et dans ce cadre-là, bah, quand on a par exemple une grume de très belle qualité, d'une essence précieuse dans une coupe, eh bien elle part avec le reste de la coupe parce qu'on ne sait pas la valoriser, on ne sait Mhm. pas la mettre de côté pour constituer des lots suffisants. Et D'accord. donc là encore, ça peut jouer sur l'organisation de la filière, de la commercialisation des bois. D'accord, merci. Cécile, Oui, bonjour Cécile, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, j'avais deux questions. L'une pour le premier projet, dont je me souviens plus le nom, concernant l'insertion. Sur le portage de la démarche, donc là, j'ai compris que c'était semeur du possible. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de structures qui pourraient porter ce type de démarche? Et sur le financement, du coup, de la démarche, donc à post-PUI, j'entends. Donc j'ai compris qu'il y avait un dispositif de la région qui s'appelle le DAC, qui permettait de financer, voilà. Et l'autre question, c'est sur la forêt bois. Savoir si le procédé, la Coolwood, une fois qu'il sera au point, c'était pour une mise à disposition ou c'était pour une commercialisation. Voilà. Est-ce qu'il y avait un objectif de commercialisation du procédé ou pas? Voilà. Ok, moi je peux commencer du coup sur la question qui concerne l'immersion agricole. Aujourd'hui, du coup, c'est Semeur du possible qui est chef de file pour le PEI, mais l'aspect juridique, l'existence juridique de l'immersion agricole, aujourd'hui, elle se fait par l'intermédiaire du CFPPA du Morvan, qui eux, en fait, utilisent leur DAC, leur dispositif en amont de la qualification, pour lequel ils ont un droit à un certain nombre de stagiaires par an, pour intégrer les stagiaires d'immersion, en fait. Donc, Ok, ce ce qui serait veut dire que plutôt d'autres, porté par le CFPPA. Mais donc, c'est un des partenaires parmi les 16 partenaires. Mais donc, le contenu d'immersion, l'organisation, elle est gérée avec ce partenariat multiple à 16 partenaires, quoi. Mais l'existence juridique, c'est via le CFPPA du Morvan, et la coordination de tout ça, c'est Semeur du possible. oui, non, parce que du coup, l'ingénierie, enfin le temps passé par les uns et les autres, alors il y a la rémunération des tuteurs en exploitation agricole, est-ce qu'ils sont rémunérés ou pas? La rémunération de l'accompagnement individuel, la rémunération de l'animation des groupes, Ouais. du coup, qui c'est Alors qui supporte aujourd'hui, les coûts et avec quelles ressources financières? ouais. Ben, aujourd'hui, ça fonctionne essentiellement avec le PEI. Ouais, et Et, post-PUI. et post-PEI, du coup, le budget, il est organisé selon le cadre du DAC si on part sur l'option DAC, et sur Ok. un autre fonctionnement si on part sur le règlement d'intervention avec le conseil régional. Mais donc du coup, effectivement, il y a tout un aspect réflexif autour du projet qui pourra pas se faire dans les deux cas. C'est-à-dire que on avait besoin d'être 16 partenaires pour se poser la question du besoin, pour vérifier qu'on répondait bien aux besoins sur le territoire, etc. Qu'on soit sur un DAC ou sur un règlement d'intervention spécifique après le PEI, il y aura plus que les acteurs opérationnels, donc ceux qui interviennent en session de regroupement, ceux qui organisent la partie voilà, logistique administrative du recrutement des stagiaires, et, euh, et les référentes locales qui font le lien avec les stagiaires et avec les tuteurs, qui pourront être rémunérés. Aujourd'hui, dans le budget, on a réduit l'aspect ingénierie pédagogique, etc., en partant du principe que les expérimentations qu'on a menées jusqu'à aujourd'hui nous ont permis d'aboutir à un projet qu'on n'a pas besoin de re-questionner à chaque fois. Ok. Et du coup, c'est le financement après récurrent du dispositif, qui a l'air de tenir la route, c'est via des dispositifs de formation continue de la région, Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, c'est ça. Ok.
Il y avait une autre question du coup dans le chat du coup qui rejoint à ça. Il y avait dans les partenaires. Est-ce que du coup Terre de Liens fait partie des partenaires? Aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, ils font pas partie du groupe projet. C'est une association qu'on invite du coup au comité d'appui. À l'instant, c'est un peu plus global qui nous permet de rendre compte un peu du projet tous les 6 mois. Et puis il se trouve que l'asso est aussi leurs bureaux sont dans les mêmes locaux que nos locaux à Dijon, du coup à Semeur du Possible. Donc les liens se font très bien. Ils sont intervenus en tant qu'intervenants extérieurs, du coup sur une des sessions de regroupement sur l'aspect acteurs du monde agricole et recherche de foncier. Voilà. Et par rapport au petit clin d'œil qui est fait sur le fait qu'ils sont aussi espace test agricole, c'est pas le cas en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est pas des concurrents pour nous sur cet aspect-là. Et l'autre question, c'était sur le montant global du projet. Du coup là, nous pour les presque 3 ans, il y a un peu plus de 2 ans et demi de projets du coup qui ont été déposés dans le PEI fonctionnement. On est à 386 000 et quelques, je crois, euros de projet. De budget global, à la fois sur du temps de travail et sur de la prestation, quoi. Merci. Je vais laisser Luc répondre brièvement à Cécile. Oui. Donc, Madame Payen m'a demandé si le procédé devait être mis à disposition ou s'il devait faire l'objet d'une valorisation commerciale. Donc, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais le procédé a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Donc, c'est la société Biomasse Conseil qui détient le brevet. Et effectivement, nous pensons créer une société pour diffuser le procédé de manière commerciale, c'est-à-dire proposer aux industriels une nouvelle technologie. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que le développement du procédé, comme je l'ai dit, il a pris entre 15 et 25 ans. Et donc, ça a représenté des coûts pour un certain nombre de partenaires privés. Pas dans le cadre du PEI Agri, puisque on était financé à hauteur de 100%, et donc on remercie encore vivement les financeurs pour ça. Mais il y a eu des étapes précédentes dans lesquelles il y a eu des coûts que les partenaires souhaitent pouvoir amortir, disons. Voilà. Ok. J'espère que ça répond. Merci. Oui. Voilà. C'est juste que nous, on distingue le PUI avec diffusion large des résultats et d'autres dispositifs d'appui, notamment aux entreprises qui développent des procédés avant mise sur le marché. Voilà. Il y a une ligne de partage que nous avions. Voilà. Il y a aussi, dans le projet, il y avait aussi toute une phase scientifique, puisque comme je l'ai dit, le procédé n'avait jamais été étudié scientifiquement au préalable. Et donc, il a fait l'objet de travaux scientifiques avec des publications, etc. Donc, peut-être ça justifie le financement public, même s'il doit y avoir une valorisation commerciale par la suite. Oui, ce qui a été mis en place en région. Donc, moi, je suis arrivé assez récemment, mais c'est que les résultats des projets doivent être diffusés largement. Et donc, ce qui est le cas pour votre projet, mais qui ne s'est pas exclu de déposer un brevet pour la solution qui a été testée et prouvée, bien que les résultats doivent être, sont à partager. Bien. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression, j'en vois pas. On va conclure notre réunion. Merci à nouveau pour chacune de vos présentations, pour les projets qui sont des très beaux projets et qui sont preuve d'un dynamisme de cette région, Bourgogne-Franche-Comté, pour sa population, pour son monde rural. Voilà. Merci. Et Mathéo, peut-être que tu as une date pour un nouveau webinaire ou Oui, alors pas sur le PEI, puisqu'on n'a pas encore fixé de date, mais on aura un webinaire le 8 juillet prochain avec notamment la NCT sur les friches et sur la manière dont les collectivités locales adaptent les friches dont elles sont propriétaires grâce à des
des fonds européens pour en faire des tiers-lieux ou des lieux en tout cas qui servent à la collectivité. Eh bien, merci à tous. Je me joins au remerciement de Gonzague et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci bien. Ah. Au revoir. Merci à tous. Merci, Merci. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.